ce que je n'ai jamais dit ou le temps retrouvé. Radiodiffusion télévision française. Dans sa chronique d'avril 1958, l'avocat Henri Torres confie ses souvenirs. De 1920 à 1929, j'ai beaucoup fréquenté Léon Blum. Blum est mort 8 ans plus tôt et Torres dresse son portrait à la radio. Délicatesse du cœur et distinction de l'esprit. Courtoisie exquise, élégance des manières égale à l'élégance de la pensée, figurait certes parmi les apanages incontestés de Léon Blum. La courtoisie et l'intelligence de Blum, certes, mais Henri Torres veut insister sur une autre dimension. Mais sous la frêle enveloppe d'un long corps très mince et un peu penché, tel un roseau flexible, ceux qui ont été témoins de sa vie savent qu'il l'avait dédiée tout entière à son parti, avec une fermeté sans défaillance, avec un courage que jamais ni l'adversité ni les souffrances physiques ne parvinrent à entamer. Léon Blum, ou la politique comme une profession de foi. Le président Léon Blum vous parle. Il y a quelque chose qui ne me manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. Nous arrivons au terme de cette série consacrée à Léon Blum. Et malgré tout, une question essentielle demeure. Après une vie aussi dense, après un tel engagement dans l'arène publique, La parole est à Léon Blum. après s'être dressé face à Philippe Pétain et son régime de Vichy, pourquoi Léon Blum occupe-t-il une place si modeste dans notre mémoire collective? Grâce aux historiens et aux archives, c'est ce que vous allez découvrir dans cet ultime épisode. Mes chers amis, je vous prie de considérer que la France entière, en ce moment, vous écoute. Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Léon Blum, une vie héroïque. 9e épisode, l'héritage de Léon Blum. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Léon, défend ton ministère. Un juif? Un juif, oui. Pauvre France. Nous sommes au début de l'année 1960. Léon Blum est mort depuis 10 ans. Les Français vivent désormais sous la Ve République, incarnée par le général de Gaulle. Vive la France et vive la République. Et Léon Blum, lui, appartient au monde d'avant. Or, soudain, à la rubrique judiciaire, le leader du Front populaire réapparaît dans l'actualité. Les juges de la première chambre du tribunal civil de la Seine ont rendu effectivement leur jugement dans le procès intenté par M. Robert Blum, fils de Léon Blum, aux éditions Larousse. Pour quelle raison le fils de Léon Blum attaque-t-il les éditions Larousse? On connaît cette affaire, les éditions Larousse ayant dans le dictionnaire dit « Le Petit Larousse illustré », édition de 1960, indiqué au chapitre Léon Blum, Garfunkelstein dit Léon Blum, le fils de l'ancien président du Conseil poursuivit les éditions Larousse, arguant que cette définition était un pur mensonge, ne reposant sur aucun indice de vraisemblance et que le nom de Léon Blum était bel et bien le véritable nom de l'homme d'État socialiste ainsi que le prouve le registre de l'état civil de la mairie du 9e arrondissement à Paris, où fut déclaré en 1872, à sa naissance, Léon Blum, fils d'Abraham Blum et d'Adèle Picard. Jusqu'à l'édition précédente, on y trouvait Blum-Léon. Et là, on y ajoute que le nom initial de Blum-Léon, c'est Garfunkelstein. Pascal Horry, historien. Ce qui est en référence directe à des légendes antisémites colportées avant la guerre, en particulier par ce redoutable pamphlétaire qui était le journaliste Henri Béraud, qui avait fait toute une campagne sur Garfunkelstein en 1936. Bon, c'était une campagne de plus contre Blum. Mais là, après la Shoah, après la mort de Léon Blum, que le Petit Larousse illustré
ose dire ça, alors que, en théorie, ce périodique est contrôlé. On dit officiellement à la Maison Larousse à l'époque qu'il y a 5 vérifications successives. C'est passé. L'anecdote dit, je crois que c'est vrai, c'était un jeune stagiaire, sans doute un peu maurassien sur les bords, qui avait apporté cette correction, mais les 4 autres vérificateurs n'en ont rien dit. C'est assez significatif. Il en ressort donc que les éditions Larousse, en donnant ce faux alias, a fait écho aux campagnes de presse calomnieuses menées avant la guerre par certains journaux, comme par exemple Gringoire, de triste mémoire. Par conséquent, estime le tribunal, cette indication erronée a un caractère mensonger et calomnieux qui peut porter un grave préjudice à la mémoire de Léon Blum, et cela d'autant plus que ce dictionnaire est un ouvrage sérieux. Ça dit beaucoup de choses sur le fait que la bête est toujours là, prête à renaître. On peut dire que tout ça est toujours sous-jacent. En conclusion, M. Robert Blum obtient 10 000 nouveaux francs de dommages-intérêts à titre de réparation morale et matérielle et 10 insertions dans des journaux français et étrangers à son choix. Ainsi, en janvier 1960, dans le Petit Larousse, ressurgissent les démons antisémites dont a été victime Léon Blum tout au long de sa vie. Ce juif allemand naturalisé n'est pas à traiter comme une personne naturelle. Avec ce nom étranger, inventé par l'extrême droite, Léon Blum ne serait pas vraiment français. Eh bien, sachez que 66 000 exemplaires de cette édition du Larousse n'ont pu être saisis avant la décision de justice. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être dans votre grenier un dictionnaire Larousse qui porte cette infamie et qui véhicule cette rumeur dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des rapports, de la judéité de Léon Blum et de ce vieux pays dans lequel nous vivons? Je pense que cette dimension est au cœur même de l'histoire française. L'historien Pierre Birnbaum. Pas seulement l'histoire juive, mais l'histoire française depuis la Révolution française, c'est-à-dire que les Juifs sont émancipés en septembre 91, et au fond, la vie même de Blum reflète l'exceptionnalisme de la rencontre entre la France et les Juifs. Même s'il y a eu l'affaire Dreyfus et même s'il y a eu Vichy, il y a cette rencontre extraordinaire où, en effet, à travers les idéaux républicains et la méritocratie et l'universalisme que partage l'ensemble, au fond, du peuple français de cette époque, en tout cas qui est au cœur du message de la Révolution française, il y a une sorte d'osmose qui s'est réalisée, et Blum en est au fond le symbole. Un symbole non seulement de l'histoire française, mais aussi de la rencontre entre les Juifs et la France. Un symbole entre les Juifs et la France. Écoutez maintenant cette archive de 1970. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour les 20 ans de la mort de Léon Blum, les dossiers de l'écran, la célèbre émission de la 2e chaîne, a programmé une édition spéciale. À la fin de cette émission, on propose aux téléspectateurs de poser des questions. Guy Darbois. Et c'est Guy Darbois qui est au standard. Bien, il faut, je crois, donner la parole un peu à tous les courants d'idées. Et je crois qu'il vaut mieux que nous présentions les fiches, disons, en vrac. Elles ont l'air d'être franchement hostiles à Léon Blum. Pourquoi, dit un expert aux affaires étrangères, ne parle-t-on pas de Léon Blum en tant que juif? Je poursuis. Renseignements sur la fortune de Léon Blum et surtout la fameuse vaisselle d'or. Comment se fait-il que Blum soit revenu du plus terrible des camps de la mort? Alors, je vous rassure tout de suite. Il y a eu aussi ce soir-là beaucoup de questions sur Léon Blum qui n'étaient pas antisémites. Mais ce qu'on vient d'entendre est tout simplement hallucinant. Au point que Robert Blum, fils de Léon, et présent sur le plateau en direct ce soir-là, se sent obligé de répondre. Bien, alors, un premier point, c'est le caractère... On ne répondait pas. Ne répondez pas, Robert. Pour la vaisselle, c'est une calomnie de Léon Daudet. Pour la fortune, elle est fort modeste. Et on l'a rappelé tout à l'heure dans le film quelle était l'origine familiale de mon père. Oui, moi je voudrais dire que je remercie
les auditeurs qui ont posé cette question parce que ça me rajeunit. Ça me ramène au temps de Gringoire et de tous ces petits journaux de diffamation et de saleté. Donc, répétons bien les choses. La vaisselle d'or de Léon Blum, c'est une sale légende, fomentée par Léon Daudet, l'extrême droite française, et je vous rappelle que l'héritage matériel de Léon Blum à sa mort est quasiment nul. Léon Blum devant la Ligue internationale contre l'antisémitisme, 1938. Je suis juif. Un juif qui ne s'est jamais targué de son origine, mais qui n'en a jamais rougi. Un juif qui a toujours porté son nom. C'est aussi un homme qui a été extrêmement détesté et haï par une partie de la France. Ilan Gralsheimer est historien. Et pas uniquement par l'extrême droite. La droite française a honni Léon Blum. Alors aujourd'hui, évidemment, les choses sont différentes, mais il y a quand même un très lourd passé. L'Église n'a pas pardonné. L'Église a changé, mais elle n'a pas pardonné à Léon Blum les choses qu'il a fait et qui ont été perçues comme une dissolution de la famille chrétienne. Blum, au fond, questionne la présence juive en France et l'identité juive en France. Et c'est un sujet qui est évidemment très problématique et très controversé. Et bon, il appartient quand même à une minorité à l'intérieur de la nation. C'est peut-être aussi ça. Chez De Gaulle, quand même, De Gaulle, très catholique et très, à la fois représentant de la droite dont il vient et représentant de la gauche qu'il a sauvé avec la résistance, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'unanimité aujourd'hui autour de De Gaulle qu'il n'y en a autour de Blum. Honneur et patrie. Continuons d'ausculter les archives audiovisuelles après la mort de Blum. En 1979, sur la première chaîne de la télévision française, on monte une série d'émissions intitulée « L'histoire en jugement », où il s'agit de juger des personnalités historiques. L'audience est ouverte. Sur le banc des accusés, on trouve Léon Blum, aux côtés des généraux Rommel et Weygand. Est-ce qu'on aurait imaginé une émission pareille sur De Gaulle ou Clémenceau? Non, évidemment. Monsieur le greffier, s'il vous plaît. Le principe est simple, c'est un faux tribunal, bien sûr, où on donne la parole à des témoins qui sont à charge et à décharge. Pas de questions, maître. Et contre Léon Blum, on a choisi de faire témoigner Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Monsieur le Président, je voudrais poser une question à maître Tixier-Vignancourt. Un leader de l'extrême droite française. Accordé. Maître, vous avez vécu au Parlement toute l'expérience du Front populaire de Blum. Avec le recul du temps, estimez-vous aujourd'hui cette expérience positive? Lorsque l'on parle de Léon Blum, et sur le plan politique bien entendu, il faut mettre de côté sa personne elle-même. Parce que c'était un homme d'une grande culture et d'un grand charme. Et en général, ce sont ces qualités éminentes qui masquent l'analyse que l'on peut faire de la politique qu'il mena. En fait, je considère que le Front populaire, et les faits sont là pour le démontrer, a été une expérience très malheureuse, et qui a mis la monnaie en péril, et qui a contribué au désarmement de la France, et qui a profondément divisé les Français. Précisons que Jean-Louis Tixier-Vignancourt était un fervent pétainiste et secrétaire général adjoint de l'information du gouvernement de Vichy. Ici Vichy, la voix de la France. De l'autre côté du prétoire, dans cette émission de télévision, le témoin en faveur de Léon Blum s'appelait Pierre Mendès France. Monsieur Mendès France, aujourd'hui, avec le recul du temps, estimez-vous positive ou négative l'action gouvernementale de Blum? Écoutez, on pourrait discuter sur chacun de ces aspects. Il y faudrait beaucoup de temps. Mais il y a une chose qui me paraît vraiment essentielle. Je suis toujours frappé par le fait que si longtemps après, Léon Blum lui-même et le gouvernement qu'il présidait ont laissé un souvenir extraordinaire dans l'opinion publique.
il y a une sensibilité, il y a une fidélité, il y a un attachement. Et c'est un phénomène qui est tout de même rare. Je connais peu d'hommes politiques du passé et peu de circonstances historiques qui aient laissé tant de traces et auxquelles l'opinion et le pays restent aussi fidèlement attachés. Alors il y a une raison. Je crois que ce qui a le plus frappé l'opinion publique et ce qui demeure dans ce pays, c'est la transformation structurelle profonde au point de vue psychologique, sociologique, culturel. Le pays, soudainement, n'a plus été le même et n'est jamais redevenu le pays d'avant. Les relations entre les classes sociales ont été profondément modifiées, et spécialement dans la vie industrielle, la classe ouvrière s'est rendue compte pour la première fois que l'État, qu'elle avait toujours considéré comme l'un de ses adversaires, comme l'ennemi, complètement dominé par les forces d'argent, par les puissances capitalistes, par les grands intérêts, soudainement l'État a appartenu, fût-ce pendant un temps limité, à ce qu'il y avait de plus progressiste, de plus attaché à l'avenir et aux réformes. Soudainement, l'État est devenu une chose qui appartenait au pays. Et il y a là un bouleversement psychologique et sociologique sur lesquels on n'est jamais revenu. L'audience est levée. Vive le Front populaire! Vive le Front populaire! Même après leur mort, il est des hommes célèbres qui font parler d'eux et qui souriraient sans doute de la polémique qu'ils provoquent. L'une des façons de leur rendre un hommage posthume, c'est notamment de leur dresser une statue. Mais même là, il peut y avoir polémique. On en a eu la preuve il y a quelques jours avec les statues du capitaine Dreyfus et de Léon Blum. En août 1985, sur France Inter, le fantôme de Léon Blum refait parler de lui dans le débat public. Polémique non pas sur le choix de ces deux hommes, mais sur l'endroit où il fallait mettre leur statue. Jean-Marc Stricker, vous nous rappelez tout d'abord les faits. Oui, en réalité, on ne peut pas dissocier les deux aspects du problème, le sujet de la sculpture et son emplacement. Dans certains cas, ça se passe comme une lettre à la poste. Par exemple, Robert Schuman, père de l'Europe, place Victorien Sardou dans le 16e arrondissement, Jean Villard chez lui à Chaillot, Edmond Rostand dans le Jardin des Plantes, Albert Camus dans le 10e arrondissement. Dans tous ces cas-là, pas de problème, pas de polémique. Ça se corse dès qu'il s'agit d'hommes politiques ou pour le moins engagés politiquement. Au sein de l'armée, quelques brosses d'officiers se sont hérissés à l'idée de voir le capitaine Dreyfus dans la cour de l'école militaire. Quant à Léon Blum, il a dû trouver refuge aux Tuileries, où sa présence est évidemment plus discrète que s'il avait été installé au beau milieu de la place Léon Blum, dans le 11e arrondissement. Décidément, l'adéquation entre le héros statufié et son environnement n'est pas évidente. J'avais écrit un petit article qui s'appelait « La valse des statues » il y a bien longtemps. Pierre Birnbaum. Où je montrais qu'on avait beaucoup de mal à trouver une place dans l'espace public à la statue de Dreyfus, qui finalement est logée quelque part dans un petit square du boulevard Raspail et que personne ne voit. On a eu beaucoup de mal à trouver une place à la statue de Pierre Mendès France. Elle est invisible, quelque part cachée au Luxembourg. Celle de Léon Blum, elle est sur une belle place, mais franchement, personne ne peut la voir. Elle est absolument... Enfin, en tout cas, j'ai eu du mal à la trouver moi-même quand je l'ai cherchée. Il y a très peu de lycées qui s'appellent Léon Blum, très peu de rues, à mon sens. J'ai regardé un petit peu. Il faut espérer que reconnaissance lui soit donnée, une reconnaissance plus grande, parce qu'il a été vraiment l'incarnation de la liberté, justement. Et que le monde socialiste dont il a été le porte-parole, que le parti socialiste dont il a été le chef, reprenne davantage de souffle et de visibilité qu'il a perdu pour reprendre le flambeau porté par Léon Blum. Monsieur Léon Blum, leader du Parti socialiste. Cette statue en bronze de Léon Blum a finalement été installée en 1991 sur la place de la mairie du 11e arrondissement de Paris. Et elle est assez visible. J'ai décidé d'y envoyer Martine Abat, notre reporter. Bonjour. Merci. Martine Abat avait rendez-vous avec François Vauglin, le maire socialiste du 11e arrondissement. Il y a des traces de Blum ici dans votre bureau? Les fenêtres de mon bureau donnent pile sur la statue de Léon, qui est juste là. Il a la tête tournée, on a l'impression qu'il nous regarde. Il y a l'écharpe au vent. Vous l'appelez Léon? Oh bah c'est Léon, il est en face de... Il est en bas de mes fenêtres, vous voyez, il me surveille en permanence pour pas que je fasse de bêtises.
Alors, pourquoi la visibilité de Léon Blum dans l'espace public a-t-elle été si longtemps si discrète ? Le caractère antisémite des attaques dont il a été victime ont forcément laissé des traces. Et je pense qu'après-guerre, il y a eu pendant trop longtemps, une frilosité ou des réticences à honorer la mémoire de Léon Blum, à aller jusqu'à donner son nom à des lieux publics d'importance. Mais c'est frappant, effectivement, de voir que les grands hommes de ce pays ont des noms, mais des noms dans l'espace public, et que Léon Blum est souvent oublié. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de sa pensée, sa démarche ? Son projet politique, ce qu'il a mis en œuvre pendant ce Front populaire, c'est un vrai projet de réduction des inégalités. Et c'est en cela qu'il reste extrêmement d'actualité. Une telle révolution douce, en quelques mois, Léon Blum a réussi un tour de force politique que personne n'a pu reproduire depuis. Depuis Léon Blum, personne n'y est vraiment arrivé. Donc c'est une sacrée leçon. Alors évidemment, je n'oublie pas que c'était dans un contexte de crise, un contexte historique particulièrement lourd, chargé, donc la montée du nazisme. Bon. En même temps, ce qui s'est passé entre les deux guerres ne manque de nous interroger sur ce qu'on voit se passer aujourd'hui. Quand on voit la montée des extrêmes à un niveau invraisemblable, le 11e arrondissement n'a jamais connu d'extrême droite. C'était 1-2% et 4% aux dernières municipales, et celle de 2014, celle de 2020, 8%. Il double à chaque fois. Et 8%, c'est-à-dire quasiment une personne sur 10 ou sur 12 dans cet arrondissement qui vote pour Zemmour ou Le Pen, c'est insensé. C'est insensé. C'est du jamais vu. Et ça, c'est aussi une inquiétude très forte. En tout cas, vous, c'est une figure à laquelle parfois vous vous référez, ou elle est trop éloignée? Non, elle est vraiment... On se sent en proximité du fait de la présence de la statue à côté de la mairie, du nom de la place. C'est pourquoi cette année, 150 ans de sa naissance, il nous a semblé essentiel de ne pas oublier Léon Blum. L'oubli est un poison délétère. Après le bureau du maire, direction la place Léon Blum, là où a été installée la statue, en 1991. On voit le manteau, on voit l'écharpe de Léon Blum qui sont au vent. Ouais. Et Léon qui, malgré le vent qui souffle dans le vent contraire, regarde du côté de la mairie. C'est comment dire? Il s'appelle Léon Blum. Comment? Oui, il s'appelle Léon Blum. Léon Blum, ouais. En tout cas, là, c'est plutôt la fin de sa vie que le sculpteur a représenté. C'est Philippe Garrel, je crois, le sculpteur. Oui. Voilà, c'est un Léon Blum âgé. Oui, c'est le Léon Blum de la maturité politique. On voit le vent qui, effectivement, souffle dans un sens opposé à celui dans lequel il regarde. Mais on voit aussi que la tête est penchée vers le bas, qui lui donne une certaine hauteur, une certaine expression de sagesse. Et on sent que c'est l'homme qui a vécu, qui a subi, qui a fait, qui est buriné, j'allais dire, par le temps et par l'expérience qui est représenté ici. C'est pas le novice fringant qui, tout feu, tout flamme, pouvait enflammer d'un trait d'esprit le public. Ouais. Mais voilà, c'est l'homme avec toute son expérience qui est représenté, et ses expériences. Et je trouve que c'est ce qui fait la profondeur de cette statue. Camarades, mes chers amis. Si la statue a fini par trouver sa place dans Paris, est-ce qu'on décèle des traces de Léon Blum chez les socialistes français? Oui et non. Si vous me dites référence morale, référence pour la hauteur de vue de Léon Blum, certainement oui. Mais politiquement, non. Nicolas Rousselier, historien. Parce que le testament de Léon Blum, ce socialisme humaniste, c'était de dépasser l'horizon marxiste et cette sorte de dépendance par rapport au Parti communiste. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Or, dans les années qui suivent, le Parti communiste est systématiquement plus fort que le Parti socialiste, à tel point que le Parti socialiste disparaît à la fin des années 60. Alors il renaît avec le fameux parti de François Mitterrand
début des années 70, mais il renaît sur un programme qui doit, si vous voulez, maintenir le Parti socialiste, même en pleine année 70, maintenir le Parti socialiste comme étant capable de montrer ses lettres de noblesse marxiste, de changement social total, changer la vie, changer le capitalisme pour le socialisme, des lettres de noblesse face au Parti communiste qui est encore fort. Donc si vous voulez, cette espèce d'étranglement, cette pince qui maintient le socialisme humaniste dans des courants finalement qui ont existé mais qui étaient minoritaires au sein des socialistes. Donc moi je dirais que Léon Blum a eu un succès encore intellectuel. Moi-même, quand j'étais étudiant, je me souviens, j'avais dévoré la biographie de Jean Lacouture. Mais en fait, les dividendes politiques, les conséquences concrètes sur le socialisme français se sont fait attendre jusqu'à ce que le Parti socialiste connaisse une crise très grave. Actuellement, on peut faire l'hypothèse que la crise très grave que connaît le Parti socialiste, peut-être que c'est une crise finale, vient du fait de ne pas avoir placé le socialisme humaniste en premier, au cœur du système, après les années 1950. Au chapitre hexagonal, François Mitterrand revendique toujours son appartenance au mouvement socialiste et n'hésite pas à faire référence à l'incontournable grand ancien, Léon Blum. France Inter, 1991. Léon Blum, c'est lui qui a tenu le gouvernement de la France et symbolisé les grandes réformes de l'époque. C'était le grand choix. Eh bien, nous sommes de cette école de pensée. Moi, je pense parce que je suis socialiste. Les socialistes ont été les plus fidèles défenseurs de la liberté. La liberté, ça inclut aussi la liberté économique. Autrement dit, laisser le marché s'épanouir. Or, Léon Blum se méfiait du libéralisme charitable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, charitable ? Un libéralisme charitable, c'est une conception de la société dans laquelle on pose comme présupposé la totale liberté des individus, mais qu'on compense par un peu de charité. Milo Lévy-Bruhl est politiste. Donc c'est une grande partie de ce que professe la gauche aujourd'hui, c'est-à-dire des droits pour chacun, une liberté la plus ample possible, et puis des corrections à la marge des inégalités. Donc par exemple, ça se traduit par des répartitions de la propriété totalement inégalitaires, mais des petites taxations, ou même des taxations importantes, peu importe, des effets de cette inégalité dans l'accès à la propriété. Au contraire d'un socialiste qui, lui, ne se contente pas de cette correction à la marge, que j'appelle charitable, des inégalités générées par des modes de production, des modes de répartition de la propriété, etc. Et alors, quel chemin proposait Léon Blum ? Blum est un penseur de la crise de la société bourgeoise. De l'affaire Dreyfus à 1940, Blum n'a fait que répercuter, que tenter de comprendre ce que les inégalités, les injustices générées par l'organisation libérale de la société provoquaient comme risque, comme péril, comme éloignement de cet idéal de justice et d'égalité que lui professait. Donc ça a commencé très tôt. Si vous lisez les premiers articles de Blum, les premiers livres qu'il écrit, la question qui se pose, c'est il est face à un phénomène, le phénomène de ce que Barrès appelle les déracinés. C'est-à-dire des individus qui, poussés par la dynamique que porte en lui le libéralisme, quittent leur groupe d'appartenance d'origine, leur province, leur famille, etc., pour tenter une ascension sociale. Une ascension sociale, une plus forte intégration dans la société globale et non plus dans leur groupe d'appartenance primaire. Et ces trajectoires d'individualisation se confrontent aux inégalités, à la violence sociale et, du coup, échouent. C'est la thématique du déclassement, du dépérissement, de la précarisation, des choses qui sont très contemporaines aujourd'hui. Y compris de la colère. Exactement. Les déracinés. Alfred Renaudin, fils d'un modeste contrôleur des contributions indirectes, fut soudain, en août 1880, par la mort de son père, placé dans la nécessité de soutenir sa famille. Le jeune homme sollicita son ancien professeur et lui annonça qu'avec sa mère et une sœur de 20 ans, il émigrait à Paris. Un mot sur le destin de ces déracinés chez Maurice Barrès. Ces jeunes gens déracinés par leur venue à Paris, dépaysés par des études,
inadaptés aux conditions de vie, ont été jetés dans une expérience tragique où les plus faibles seront sacrifiés. Sous la plume de Barrès, les jeunes provinciaux déracinés, qui viennent chercher fortune à Paris, où seuls les plus forts y parviennent, subissent souvent un déclassement social qui légitime leur colère et leur repli identitaire. Et Blum a été confronté, à 25 ans, aux extrémités vers lesquelles menait ce déclassement. C'est-à-dire l'échec de la société bourgeoise à réaliser concrètement l'idéal qu'elle proposait, à mener une partie de ces jeunes qui étaient dans une phase d'individualisation vers la réaction. C'est exactement la trajectoire de Barrès, c'est-à-dire quelqu'un qui commence par écrire le culte du moi, donc on fait difficilement plus individualiste, et qui ensuite écrit les déracinés et qui vante l'énergie nationale. Donc un repli totalement national et rétrograde, c'est-à-dire les déracinés de Barrès, c'est un chant d'amour aux petites régions, aux petites provinces, à tout ce que la modernité libérale aurait détruit. Et Blum, c'est exactement l'autre voie, c'est-à-dire correction de manière extrêmement profonde des inégalités que génère une société libérale et ses institutions pour permettre d'aller plus loin dans cet épanouissement individuel et surtout pas cette rechute réactionnaire qui est la voie de Barrès. Et toute la vie de Blum, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place les institutions qui permettent d'assurer à chacun cet idéal que la bourgeoisie portait avec elle, mais qu'elle est incapable de réaliser. Et ensuite, il se trouve que lui, qui vient d'un milieu petit bourgeois, on a beaucoup exagéré sur la richesse de Blum, c'est vraiment un milieu petit bourgeois, il fait un bon mariage, mais c'est un fils de commerçant. Lui va trouver, sur le chemin de la réalisation de cette société, le mouvement socialiste. Et le mouvement socialiste, c'est à la fois en pratique, dans des institutions qui sont en train de naître quand lui a 30 ans, le mouvement des coopératives, le mouvement des mutuelles, la prise de puissance des syndicats, etc. Là, tout d'un coup, il trouve les soubassements de la société dont il rêve et dont il pense qu'elle est la seule à même de réaliser cet idéal d'individualisation bien compris. Parce que l'idéal d'individualisation bien compris, il implique une organisation collective. Il ne peut pas reposer seulement sur la volonté, le désir et la chance des individus. De quoi est né le socialisme? Léon Blum, 1931. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. Il est né de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la subsistance et le bien-être de chaque créature vivante devraient être assurés par son travail, alors que la vie de chaque homme devrait être garantie par tous les autres. Le socialisme est donc une morale et presque une religion, autant qu'une doctrine. Son idée de la France, il l'a exprimée à de très nombreuses reprises, surtout dans l'antagonisme avec Barrès. Ilan Gralzamer. Parce que Barrès représente une France du passé, de l'histoire, du christianisme, des cimetières, une sorte d'identité organique. Tout ça, Léon Blum le récuse totalement. Pour lui, la France, c'est des valeurs. Ce n'est pas la terre, c'est pas le fort de Douaumont, c'est pas Verdun, ces trucs-là. Non, la France, c'est les valeurs de 89, de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est la déclaration des droits de l'homme. Et donc, il s'identifie totalement à cette culture politique française qui est issue de la Révolution, une France ouverte, une France fraternelle, une France qui soit prête à coopérer avec les autres nations et à renoncer à certains pans de sa souveraineté, la supranationalité. Oui, voilà son idée de la France. Dans son immense majorité, la France reste attachée aux souvenirs et aux traditions de la Révolution française. Léon Blum, 1936. La France croit à la liberté politique. Elle croit à l'égalité civique. Elle croit à la fraternité humaine.
Elle professe que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. Elle considère que l'action de l'État a pour objet essentiel d'introduire de plus en plus profondément l'application de ces principes dans les institutions légales, dans les rapports sociaux, dans les relations internationales. Est-ce que vous diriez, Nicolas Rousselier, que justement les problèmes, les idées soulevées par Léon Blum restent d'actualité au XXIe siècle? Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que pour moi, Léon Blum reste d'actualité parce que sa vie, y compris la dernière ligne droite de sa vie, cet épisode aussi de Buchenwald où il est marié avec Jeanne, qui devient Jeanne Blum, toute sa vie a montré que la politique est très importante, il n'y a pas que la politique dans la vie. Par exemple, moi j'avais toujours trouvé intéressant, presque on peut dire touchant, de savoir que quand il était président du Conseil du Front Populaire, il y avait beaucoup de travail tous les jours, il maintenait quand même sa vie intellectuelle, il ne se levait pas à 5h ou 6h du matin pour être un stakhanoviste de la politique. Il y a l'amour des femmes, l'amour de sa famille, de son fils, l'amour des gens, il y a la littérature et le monde intellectuel. Et pour moi, c'est l'exemple qui montre que on ne doit pas tout donner à la politique, sinon c'est qu'on n'a pas compris grand-chose à la vie. Hier matin, sur la place de l'église de Juillan-Josas, la pluie tombait drue sur les parapluies des amis de Léon Blum venus se recueillir au monument aux morts à la mémoire de ce dernier, disparu il y a à présent 20 ans. RTF, 1970. Après le monument aux morts, le cortège, avec en tête des porteurs de gerbes, se rendait au cimetière de Juillan-Josas où repose Léon Blum. Enfin, dans le recueillement général, la foule défilait devant la tombe de celui qui fut un grand homme politique français. Nous approchons de la fin de cette série documentaire, consacrée à la vie de Léon Blum. Alors, posons à présent la question à l'un de ses biographes, l'historien franco-israélien Ilan Gralzamer. Pourquoi Léon Blum occupe-t-il une place si discrète dans la mémoire française? D'abord, c'est une très bonne question. De temps en temps, il ressurgit quand même, parce que le Front populaire est un des grands mythes politiques de la France, avec la résistance et avec d'autres mythes. Donc il ressurgit. Si je prends l'exemple récemment de la controverse qui a un peu déchiré le Parti socialiste entre aller avec la France insoumise de Mélenchon ou rester fidèle à une certaine tradition, effectivement ceux qui s'opposaient à l'alliance avec la France insoumise ont amené Léon Blum et ont dit jamais Léon Blum avec son socialisme humaniste ne se serait identifié à ce type de courant politique. Donc quelquefois on le ressort, je dirais. C'est vrai qu'il n'est pas extrêmement présent. Il y a une autre raison peut-être. Je vous ferai remarquer que c'est pratiquement un des seuls grands intellectuels entrés en politique. Léon Blum était vraiment ce qu'on appelle un grand intellectuel. Et par certains côtés, Léon Blum paraît aussi un peu daté. Même ses manières, même son image. Et c'était un homme qui était très dandy par certains côtés de sa personnalité. Et non, aujourd'hui, sans doute on cherche autre chose. En outre, il pouvait être lointain, distant dans certaines circonstances. Fernand Gregg, ami de Léon Blum, 1951. On souriait même de l'imaginer, lui le normalien de toutes les subtilités, tel qu'il était en sa jeunesse, grand, élancé, le lorgnon éternel sur des yeux aigus, au contact de certaines familiarités populaires auxquelles il a dû faire face dans les réunions publiques.
Cet effort pour forcer sa nature ne manque pas de courage, parce que vous savez combien il est difficile finalement à un grand intellectuel de devenir un homme d'action et de se maintenir sur le front de l'action avec solidité. Oui, mais malgré son allure assez aristocratique, sa foi politique n'a jamais été pour lui mise en doute. L'honnêteté de ses idées était totale. Quelle place accorder à Blum dans l'histoire de la vie politique française du XXe siècle? Je lui accorde une très grande place de réflexivité. Nicolas Rousselier. J'emploie un peu un mot savant, c'est-à-dire ceux qui veulent réfléchir à l'importance de la politique et à ses limites doivent lire les différentes biographies. J'ai parlé de Jean Lacouture, il y a Serge Bernstein, il y en a beaucoup d'autres, Pierre Birnbaum, etc., de Léon Blum. Parce que il traverse le siècle, qui est évidemment le pire des siècles, pour être un chef de gouvernement ou simplement un homme politique de bonne volonté. Et donc, voir ce parcours enseigne sur les tragédies du XXe siècle. Donc, c'est un personnage, si vous voulez, complètement tragique, qui donne cet enseignement. Ensuite, pour savoir si il laisse un nouveau régime, non. Ça, c'est De Gaulle qui a créé la Ve République. Est-ce qu'il laisse, par exemple, un modèle social? Non, parce que, en dépit des réformes du Front populaire, ça n'a pas embrayé. Le vrai modèle social français, c'est 1945, la sécurité sociale et ensuite les autres réformes sociales. Donc, du point de vue de la doctrine politique, du point de vue de la trace concrète, un nouveau régime politique, c'est beaucoup moins fort que De Gaulle. En revanche, une réflexion morale, j'oserais même dire un peu métaphysique, sur la vie et la politique, dans ce XXe siècle, c'est Léon Blum qui permet de le comprendre. Et une des dernières choses que écrit aussi Léon Blum, je cite de mémoire, il n'y a pas de race, c'est-à-dire il parle des Allemands, en fait, qui doivent être condamnés à la détestation éternelle, quelque chose comme ça. Donc ce message-là, pardonner aux Allemands, dit depuis Buchenwald, c'est fort, si vous me permettez, c'est quand même très fort. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Radio-Télévision française. Août 1946. Le président Léon Blum vous parle. UNESCO. Retenez bien ces 3 syllabes à consonance exotique. Qu'est-ce que l'UNESCO? Les 3 syllabes exotiques sont formées, comme vous le pensez bien, par les initiales d'un titre un peu long. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Après la Seconde Guerre mondiale, Léon Blum s'est investi dans la création de l'UNESCO avec un but très précis. Les Nations Unies qui sont résolues à fonder et à organiser un monde pacifique se rendent compte que les fondements de la paix sont d'ordre psychique, sentimental, spirituel, aussi bien que d'ordre politique, économique et social. Parmi l'héritage de Léon Blum, à travers l'UNESCO, il a légué ce qu'il appelle lui-même l'esprit de paix. L'esprit de paix est une des conditions de la paix, un des éléments de la paix. L'esprit de paix suppose la connaissance et l'intelligence réciproque entre les peuples. Il implique la coopération et la solidarité de tous les États dans les grands domaines de l'éducation, de la connaissance scientifique, de la culture générale. Et dans ce terme très large de culture, on doit faire entrer les lettres, les arts, toutes les formes de la pensée. Reposons maintenant cette même question au politiste Milo Lévy-Bruhl. Pourquoi Léon Blum est-il si peu présent dans nos mémoires?
Bon, d'abord parce que la mémoire collective française, elle est faite aussi de la mémoire des groupes qui composent la nation française, et qu'il y a un certain nombre de groupes pour lesquels Blum n'est pas du tout une figure valorisée, que ce soit par antisémitisme ou par grande crainte bourgeoise. C'est Gilles Deleuze qui raconte dans l'Abécédaire la terreur que Blum inspirait à toute une partie de la classe bourgeoise. Donc je pense qu'il y a une partie de la population pour laquelle, en tout cas, à un certain moment, c'était pas du tout une référence. Ensuite, il y a le fait que les périodes d'action de Blum sont des périodes qui sont l'objet de débats mémoriels extrêmement puissants. L'entre-deux-guerres, de fait, c'est pas nécessairement une période vers laquelle on se projette avec grand enthousiasme, parce qu'elle est marquée du sceau de ce à quoi elle mène, c'est-à-dire la défaite et l'occupation. Et c'est quand même la grande période d'activité de Blum. Et puis la deuxième grande période d'activité de Blum, qui est l'après-guerre et les débuts de la 4e République. Là, il plane quand même sur la mémoire collective la légende noire de la 4e République qu'a distillé le gaullisme. Et le gaullisme est une source mémorielle extrêmement puissante en France. Donc voilà, je pense que Blum est pris d'une part dans ses mémoires concurrentes. La mémoire communiste a fait de Blum un objet de détestation extrêmement puissant. Il y a quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon était invité à la fête de l'UMA. Il a voulu mettre Fabien Roussel, donc le secrétaire général du Parti communiste, en difficulté. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ce que vous faites aujourd'hui, c'est comme ce que faisait Blum en 1920, c'est-à-dire on est d'accord sur tout, vous et moi, mais par égoïsme partisan, vous préférez renoncer à la révolution. En 1920, il y a le congrès de Tours. Je vous renvoie tous à lire ce que racontait Léon Blum. Jean-Luc Mélenchon, Fête de l'Humanité, septembre 2022. La conquête du pouvoir par tous les moyens, y compris les moyens légaux. Léon Blum. Mais on est en 1920. Et lui, c'est quoi sa conclusion? Oui, la dictature du prolétariat, mais avec notre parti qu'on soit nous. On est en 1920 et il rompt l'unité. Et en 1920, c'est la grève générale qui s'annonce en Allemagne. C'est la grève générale qui s'annonce en Italie. Et qu'est-ce qu'il raconte, Léon Blum? Que son parti, c'est plus important que la grève générale et que la révolution? Eh ben, ça doit pas être notre conception. C'est-à-dire que c'est tellement une référence que même des gens qui sont pas communistes peuvent se saisir de cette image de Blum et s'amusent à faire de Fabien Roussel le nouveau Léon Blum, au passage en manifestant une certaine incompréhension des causes réelles de la rupture de 1920 du Congrès de Tours. Mais passons. Donc il y a tout ça, et puis après le fait quand même majeur, je pense, c'est que la grammaire politique de Léon Blum nous apparaît totalement anachronique, et je pense pas qu'elle le soit, mais en tout cas elle nous apparaît comme telle. Ce socialisme révolutionnaire, marxiste, avec tout ce que ces termes aujourd'hui charrient d'imaginaire léniniste, stalinien, etc., c'est nécessairement très difficile de faire comprendre la subtilité et en fait la chose totalement différente que Blum entendait par ces termes-là, par dictature du prolétariat, par révolution, etc., qui étaient des éléments toujours plus démocratiques que n'était le régime précédent, mais c'est, je pense, en grande partie inaudible. Et du coup, le Blum qui reste dans la mémoire collective, c'est un Blum faussé, dans lequel je pense lui-même ne se reconnaîtrait pas. Enfin, quelle explication donne l'historien Pascal Horry à cette modestie de Léon Blum dans la mémoire nationale? Je pense que la principale raison, pas la seule, mais pour moi c'est la principale, c'est l'existence d'une contre-mémoire communiste. Léon Blum n'est pas communiste. Léon Blum a été soutenu par les communistes entre 1936 et 1938. Mais vous savez, la critique, y compris à connotation antisémite, contre Blum ressurgit dès l'époque du pacte Hitler-Staline, quand le Parti communiste est redevenu un parti clandestin, donc on est en 41. Avec la guerre froide, il apparaît comme étant passé du côté des atlantistes aux yeux de la mémoire communiste. Disons que toute une gauche radicale, même quand elle n'est pas communiste, considère que Léon Blum a été timide, timoré. Certains disent qu'effectivement, il n'a pas assez aidé l'Espagne, alors qu'il y a des témoignages de responsables haut placés de la République espagnole qui lui ont rendu hommage, en particulier au moment de sa mort, etc.
Donc, je pense que une partie de notre mémoire, en France, mais sans doute dans tous les pays, aime bien les radicalités. Et lui, c'est un homme, je dirais pas du juste milieu, parce que ça a été interprété de façon très différente au XIXe siècle, mais enfin de l'équilibre entre social-démocratie, démocratie sociale, souci de justice, etc. Bon, c'est une figure d'apaisement, c'est une figure de conciliation. Ce n'est pas une figure de rupture. Et il est vraisemblable qu'on a parfois en France une mémoire qui aime bien la radicalité et la rupture. Au final, Léon Blum ne semble trouver grâce aux yeux de personne. Ni chez les communistes, ni au sein de la droite républicaine, encore moins à l'extrême droite, et à vrai dire, même chez les leaders socialistes, on ne le revendique guère aujourd'hui. Et pourtant, Blum n'est-il pas un héros français? C'est un héros français, mais d'une France qui pense qu'elle a une vocation universelle. Milo Lévy-Bruhl. Donc, c'est en effet un héros français, parce qu'il veut nouer l'histoire de France, depuis la Révolution en tout cas, et lui permettre de déverser tout ce qu'elle comporte en elle de grandeur. Donc, c'est un socialisme français, mais c'est un homme qui pense que le socialisme c'est quelque chose d'universel et en réalité c'est une nouvelle phase dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est beaucoup plus que ça. Léon Blum, dans Stendhal et le bellisme, 1914. Réaliser dans l'âge d'homme les rêves de la jeunesse, c'est ainsi qu'un poète a défini le bonheur. Nous voilà arrivés au bout de ces 9 heures consacrées à Léon Blum. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, gardez en tête que Léon Blum n'a jamais envisagé sa vie politique comme une fin en soi. Ce fut avant tout pour lui le moyen de défendre les valeurs de la République parlementaire. Messieurs, au premier épisode, nous avions commencé par entendre les tout premiers mots de Léon Blum à la radio en 1931. De quoi est né le socialisme? Eh bien, je me suis dit que nous pourrions finir cette série historique par un des tout derniers enregistrements sonores de sa vie. Nous sommes en juillet 1947 et le cercueil de Léo Lagrange, mort au combat le 9 mai 1940, est exposé pour un hommage posthume dans le hall du Populaire, le journal que connaît si bien Léon Blum. Devant la dépouille de son ami Léo Lagrange, le sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs du Front populaire, Léon Blum se confie sur ses souvenirs et son action. Je vous laisse juge, chacune et chacun d'entre vous, de la réalité de son héritage dans nos vies. Lorsque j'ai demandé à Léo Lagrange, il y a 11 ans, d'accepter le poste de sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, peut-être ne me rendais-je pas exactement compte encore de l'importance de cet acte, de ce geste. Cette œuvre que nous avions confiée à Léo Lagrange n'était pas une œuvre isolée. L'idée des congés payés est de la même nature. La législation sociale des 40 heures était encore inspirée du même esprit. En réalité, c'est tout un changement d'ensemble que nous essayons de réaliser à cette époque, qui n'est pas bien vieille, et de laquelle nous sommes séparés aujourd'hui par tant d'événements que j'avoue qu'elle me paraît maintenant un peu légendaire. Léon Blum, une vie héroïque. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Reportage, Martine Abat. Mixage, Benjamin Orgeret. Léon Blum, une vie héroïque, est un podcast original de France Inter.